Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui dans l'univers Nikon et oui, une nouvelle fois, j'ai la chance d'avoir un ensemble de boîtiers de la gamme Z assez complet, assez exhaustif pour vous aider à choisir celui qui correspond à vos besoins et aussi peut-être à votre envie. Alors aujourd'hui, on a quoi? On a le Z52, le Z5 II, le Z6 III, le ZR et le Z8. Avec une fourchette de prix qui va de 900 € à presque 4000 €, je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair. C'est peut-être pas une mauvaise idée juste avant Noël. Allez, on regarde tout ça ensemble. Alors ce qui m'intéresse avant tout, c'est de partir de vos besoins, de vos envies. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre boîtier? C'est à partir de cela qu'on va pouvoir un peu savoir quel est celui qui vous convient parfaitement. Dans un premier temps, est-ce que vous avez déjà un boîtier ou est-ce que c'est votre premier appareil photo? Si c'est le cas, on peut très bien envisager de commencer avec un Z52. C'est un appareil parfait à la fois pour débuter mais aussi comme deuxième boîtier puisqu'il a un capteur APS-C, un capteur en format DX. Ça veut dire qu'il y a un coefficient de conversion pour les objectifs. Si vous avez un 300 mm, ça devient un 450 mm. Avouez que c'est quand même super pour faire de la chasse photo, pour avoir des objectifs pas trop lourds, pas trop chers, pas trop encombrants. La contrepartie, c'est pour les objectifs grand angle. Avec un 20 mm, vous aurez par exemple l'équivalent d'un 30 mm, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Heureusement, Nikon a prévu le coup, puisqu'il nous propose un superbe 12-28, l'équivalent d'un 18-42, dans un format compact, très léger. C'est aussi une des caractéristiques des objectifs du format DX. Ils sont souvent légers. Vous voyez par exemple ce 24 mm 1.7, ce sont des objectifs qui ne prennent pas de place et qui ne sont pas trop chers. C'est un vrai avantage lorsqu'on veut partir en voyage, en baroud ou que l'on veut avoir un deuxième boîtier. Ça ne prendra pas trop de place et ça sera vraiment intéressant. Alors, quelles sont les limites de ce petit Z52? Pas du côté de l'autofocus. On a l'X-Speed 7, le processeur qui est identique sur toute la gamme, qui fonctionne très très bien. Le capteur fait un peu moins de 21 millions de pixels, ce qui est largement suffisant lorsque vous ne souhaitez pas recadrer, cropper dans l'image. Par contre, il est sûr que pour aller sur des grands agrandissements, ça sera peut-être un petit peu limite. Il faudra se limiter à un bon A3, ça sera déjà pas mal. Et puis l'autre limitation, c'est le viseur. On a un viseur qui fait seulement 2,36 millions de points. C'est quand même largement en dessous des presque 3,7 sur l'ensemble de la gamme. Alors certes, ce viseur est moins bon que le reste de la gamme. Il n'est pas mauvais, mais il sera quand même moins confortable. Une des caractéristiques des viseurs de chez Nikon, ce sont des viseurs qui sont doux, agréable, mais qui manque parfois un tout petit peu de définition. C'est particulièrement le cas sur le Z50. L'écran arrière, par contre, lui, est tout à fait correct. Il est à l'identique du reste de la gamme. Vous n'avez pas un écran au rabais. Il est confortable, lumineux et agréable à utiliser. Quand je vous dirai que vous avez deux obturateurs, un électronique et un mécanique, ça c'est quand même intéressant parce que si l'électronique permet d'augmenter la cadence de prise de vue, on a une rafale à 11 images secondes en mécanique, ce qui est déjà très bien, et à 30 images par seconde en électronique, en JPEG uniquement, ce qui présente effectivement une très haute cadence, mais avec pas mal d'inconvénients. Comme c'est un capteur qui n'est pas empilé, vous avez ce qu'on appelle un effet de rolling shutter. C'est quoi le rolling shutter? C'est la déformation des lignes droites lorsque vous avez un mouvement important devant votre appareil ou que c'est vous-même qui avez un mouvement de rotation important. Donc ça, c'est une limitation qui n'existe pas avec l'obturateur mécanique. L'obturateur électronique a aussi tendance à créer ce qu'on appelle du banding, c'est-à-dire des bandes qui apparaissent en fonction de l'éclairage artificiel que vous avez au moment de la prise de vue. Certaines LED ont ce type de problème avec une fréquence de scintillement qui va correspondre à une fréquence de balayage du capteur. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais bref, ça produit ces lignes noires. Ça n'arrive pas, ou très rarement, beaucoup moins, avec l'obturateur mécanique. Donc, intéressant d'avoir ces deux obturateurs sur ce petit boîtier. Alors on le sait, les capteurs APS-C sont un petit peu moins performants en montée en sensibilité que les pleins formats. C'est aussi le cas sur le Z52, même s'il s'en sort plutôt bien. De 200
400 ISO, 800 ISO, très peu de différence. On va avoir à 1600 ISO une petite montée du bruit et une petite perte de définition qui se confirme à 3200 sans que ça soit catastrophique. À 6004, on a une vraie bascule avec une perte de définition un peu plus importante. 12008, là ça devient un petit peu plus critique. Et 25600 ISO et 51000 seront vraiment des sensibilités que je n'utiliserai assez peu. En fait, il y a à peu près 2 stops de différence entre un APS-C comme le Z50 et un plein format comme le Z5 II. La vidéo n'est pas en reste, vous avez du H265 avec un format qui est quand même très qualitatif, en 30 images par seconde. Alors Nikon précise aussi que vous avez du 60 images, ça permet de faire des ralentis divisés par 2, mais ça procure un crop important dans le capteur qui est déjà un capteur plus petit qu'un plein format. Moi, sincèrement, je trouve que la qualité est vraiment limite en 60 images par seconde. Enfin, dernier point à considérer, sur ce Z52, la batterie, c'est une batterie qui est un petit peu plus petite que sur le reste de la gamme, et donc l'autonomie est là aussi un petit peu inférieure. Voilà pour ce Z52, je le répète, 2 fonctions à mon sens, un appareil d'entrée de gamme qui va permettre d'apprendre à faire de la photo et de la vidéo, et puis aussi un deuxième boîtier léger qu'on n'hésite pas à emmener dans sa poche ou dans son petit sac parce qu'il ne prend pas de place et qu'il coûte quand même pas trop cher. On arrive à un petit peu plus de 900 € en kit avec le 1650, l'objectif de base, qui est déjà tout à fait correct. Et puis il faut le savoir, il existe maintenant une bague d'adaptation qui s'appelle une bague Megadap qui permet de mettre sur ce boîtier, comme tous les boîtiers Nikon, l'ensemble de la gamme des objectifs Sony est compatible Sony. Ça élargit énormément le champ des possibles sur les objectifs sur la gamme Z Nikon. Je pense même que c'est le choix le plus important du marché désormais avec cette bague qui coûte quand même 300 et quelques euros, mais qui conserve toutes les capacités des objectifs tiers que l'on va pouvoir mettre sur ces boîtiers Z. Très bonne nouvelle. Voilà pour le Z52, on passe tout de suite au Z5 II. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais partir de vos envies et de vos besoins pour analyser cette gamme, et on va voir avec mon petit chouchou du moment, le Z5 II, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de vous apporter. Alors commençons par parler du prix, parce que c'est aussi un facteur très important pour beaucoup d'entre nous. Ce Z5 II qui est sorti cette année, en avril 2025, était à 1900 € à sa sortie. Il est désormais à 1800 sur le site officiel Nikon. Il a un capteur 24 millions de pixels, plein format je vous l'ai dit, stabilisé, il n'est pas empilé ou semi-empilé comme d'autres dans la gamme qu'on verra tout à l'heure, et il a quand même des caractéristiques alléchantes. Le viseur est un viseur à 3,69 millions de points, défini, assez doux, assez agréable à utiliser. Il faut quand même savoir qu'il y a un peu de blackout en rafale, parce que la rafale est quand même relativement conséquente. On est à 11 images secondes, comme tout à l'heure sur le Z5 II en mécanique et en électronique, puisqu'il y a 2 obturateurs là aussi sur le Z5 II. Ça c'est très pratique, je vous ai dit pourquoi sur le Z50, c'est la même chose sur le Z5. Eh bien, on a 30 images possibles en électronique avec toujours les mêmes effets de rolling shutter sur ce Z50. L'écran est identique avec 3,2 pouces de diagonale et 2,1 millions de points. C'est largement suffisant, même si on verra que le ZR fait bien mieux de ce côté-là. Il bénéficie aussi de l'X-Speed 7, comme pratiquement toute la gamme maintenant chez Nikon, donc on a un autofocus qui est tout à fait véloce, et une des caractéristiques très intéressante sur ce Z5 II, c'est qu'il a une montée en sensibilité qui est particulièrement réussie. Je pense même que c'est le boîtier qui a la meilleure montée en ISO de toute la gamme Nikon. Quand je vous dirais qu'en plus il est stabilisé, contrairement au Z52 qui n'est pas stabilisé, ce Z5 II a un capteur stabilisé sur 5 axes qui permet de gagner jusqu'à 8 stops. Alors bon, 8 stops c'est un peu théorique, mais en tout cas ça va vous permettre vraiment de faire des images jusqu'à environ une demi-seconde à 1 seconde si vous avez un petit peu l'habitude avec une focale courte. Eh bien vous allez voir que c'est un appareil qui va vous rendre énormément de services dans des ambiances difficiles. Je pense notamment à tout ce qui est images de concert, de théâtre, de scène, où là il va vraiment se démarquer de l'ensemble de la production par une montée en ISO une fois de plus très bonne et une stabilisation très correcte. Et la vidéo, vous me direz-vous, eh bien la vidéo elle est tout à fait excellente. Vous avez du 30 images en 4K stabilisé
Alors entendons-nous, stabiliser en vidéo, c'est quand même pas non plus un stabilisateur externe, ce qu'on appelle un gimbal, un Ronin par exemple de chez DJI, qui est nécessaire lorsque vous voulez avoir vraiment une grosse production. Mais si vous ne bougez pas trop, vous pouvez très bien avoir des mouvements panoramiques très stables, ou une prise de vue sur un sujet un peu lointain avec un zoom, là encore relativement stable. Je vous l'ai dit, vous avez du 30 images par seconde, vous avez aussi du 60 images par seconde avec un crop, mais comme on part d'un plein format, le 60 images par seconde est tout à fait utilisable. Tout ça, bien sûr, en interne sur la carte SD qui est à l'intérieur du boîtier. Vous avez même, et c'est, je pense, le seul de cette gamme-là dans l'ensemble du marché actuel, la possibilité de filmer en RAW vidéo, c'est-à-dire un format brut qui va vous permettre d'avoir un post-traitement très important. Ça s'appelle du NRAW chez Nikon. Et vous avez donc du NRAW disponible sur une carte SD. C'est le seul de la gamme à pouvoir faire ça sur une carte SD, une carte pas chère, qu'on trouve très facilement. Il faut savoir que le NRAW, et là Nikon ne le communique pas, mais c'est une petite info que je vous livre, le NRAW chez Nikon, il y a deux standards, le format normal et le format élevé. Alors bien sûr, sur le Z5 II, c'est le format le standard, avec un débit qui est de l'ordre de 400 mégabits par seconde, ce qui est déjà tout à fait remarquable, qui procure une très grande souplesse d'étalonnage, en particulier sur DaVinci Resolve, une fois que l'on a en post-traitement sur son ordinateur. C'est un peu technique, mais avouez que dans cette gamme de prix, avoir cette possibilité-là, qui est une vraie possibilité professionnelle, c'est superbe. Et vous allez voir que le NRAW, même en standard, fait des merveilles. Voilà pour votre Z5 II, ça peut être votre boîtier unique à un prix presque abordable pour du plein format avec autant de possibilités, et tout en ayant vraiment toute la gamme, l'étendue des optiques Z et des compatibles maintenant avec cette fameuse bague qui est à votre disposition. Je rajouterai juste que la batterie est la même batterie sur l'ensemble de la gamme. Quand on a plusieurs boîtiers, c'est quand même très pratique. L'autonomie est suffisante et puis il suffit d'avoir une batterie supplémentaire dans sa poche si vraiment on veut partir tranquille pour une journée complète. Allez, on poursuit notre analyse de cette gamme Nikon Z. Voici le Z6 III. Alors le Z6 III, on arrive vraiment dans le cœur de la cible de chez Nikon, les amoureux de l'image, les amoureux du bel objet, avec un boîtier qui présente toutes les caractéristiques que l'on peut attendre d'un boîtier de cette gamme de prix. Un capteur bien sûr de 24 millions de pixels, mais qui présente une particularité assez unique qui est semi-empilé. Alors ça veut dire quoi semi-empilé? Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sur la même gamme que le Z5 II qu'on vient de voir. On n'est pas non plus sur la gamme du Z8 qui est un capteur complètement empilé. C'est juste l'intermédiaire, ce qui permet d'avoir un capteur assez rapide pour diminuer complètement cet effet de rolling shutter. Non, pas complètement, mais en grande partie, ça marche quand même plutôt pas mal, mais qui garde comme caractéristique le fait d'avoir deux obturateurs, un mécanique et un électronique. On l'a vu que c'était quand même quelque chose qui pouvait avoir son importance, qui pouvait être intéressant. Sur ce Z6 III, il y a bien les deux. On a l'X-Speed 7, qui est le processeur qui permet d'avoir cet autofocus relativement véloce maintenant, même s'il n'est pas tout à fait au niveau d'un Canon lorsque l'on a un suivi très très performant avec un rapprochement extrêmement rapide et erratique du sujet. On est un tout petit cran en dessous, mais sincèrement, pour l'utiliser vraiment dans de nombreux cas, c'est très rarement gênant, très rarement limitant. Vous avez déjà quelque chose qui fonctionne très bien, et une fois qu'il a accroché son sujet, par contre là il ne le lâche pas, c'est un vrai morpion, et on est sûr d'avoir des photos nettes jusqu'au bout. Ça c'est quand même vraiment très sympa. La Rafale est à 14 images en mécanique, et c'est vraiment, je dirais, le mode que je privilégie avec cet appareil, parce que 14 images, moi ça me suffit dans la plupart des cas. Et lorsqu'on passe en électronique, mais avec ces effets de rolling shutter, on passe à 20 images par seconde. On peut même aller à 120 images par seconde, à condition de cropper dans l'image en mode DX et en JPEG uniquement. La montée en ISO est assez semblable au Z5 II, peut-être un tout petit poil en dessous du fait de ce capteur semi-empilé. C'est vraiment pour les plus exigeants d'entre vous qui se rendront compte de la différence. C'est quand même très très bon, ça permet vraiment de faire des clichés dans des conditions de pénombre de façon très très agréable et très efficace. Autre point notable, le viseur. C'est le seul viseur dans la gamme Nikon à dépasser les 3 millions et quelques de points, puisque là on arrive à 5,76 millions de points.
C'est très défini, c'est très précis, c'est très agréable. Par contre, j'ai aussi remarqué que sur le Z6 III, on a un petit décalage colorimétrique entre le viseur et la photo réelle, ou même l'écran arrière. Ça, c'est un petit peu embêtant et c'est pas facile à régler, même s'il y a la possibilité de régler ce viseur dans le menu. C'est pas simple à faire et donc il y a toujours un petit peu ce décalage. Et peut-être vérifier régulièrement ces images sur l'écran arrière qui, lui, a vraiment une colorimétrie tout à fait fidèle. Alors en vidéo, par contre, là c'est pléthorique, on a un appareil qui est pratiquement au sommet de ce que l'on peut faire actuellement. On a du 4K en H265 422 10 bits, c'est déjà une image qui est remarquable à utiliser telle qu'elle. On peut même monter à 5,4K toujours en H265 et même 6K en RAW, sachant qu'on a la possibilité de faire soit du ProRes RAW, soit du NRAW, vous avez deux RAW possibles. Vous pouvez largement vous limiter au NRAW standard, croyez-moi, c'est déjà très bon et ça permet là aussi, si on filme par exemple en NRAW log, eh bien d'étalonner à loisir et avec de grandes facilités sur DaVinci et vous allez pouvoir faire vraiment une image très cinématographique, en tout cas la faire comme vous le souhaitez, à la même façon que lorsque vous utilisez Lightroom ou un autre dérotiseur sur votre ordinateur pour traiter vos photos, et bien là vous pouvez le faire aussi sur la vidéo et donner un cachet particulier à vos images. Donc ça, tout ça se fait en interne avec là par contre une carte CF Express. On a un double slot, CF Express d'un côté et SD. Pour les gros codecs, en particulier les codecs RAW, vous êtes obligé de passer par la carte CF Express qui elle est nettement plus chère. Il y a à peu près une centaine d'euros de différence en deux cartes équivalentes entre la SD et la CF Express, sachant que la CF Express vous permet quand même d'avoir des débits bien supérieurs et d'utiliser complètement ces gros codecs ou les grosses rafales que ces boîtiers à partir du Z6 III peuvent délivrer. Ne pas oublier qu'il y a eu une mise à jour importante sur le Z6 III, la 2.0, qui permet d'accéder au mode oiseau dans la détection de sujets, et ça c'est aussi une bonne chose, ça permet d'avoir une reconnaissance des oiseaux très efficace, bien meilleure que celle qu'on avait avec simplement la reconnaissance des animaux auparavant. Alors pour qui ce Z6 III? Eh bien maintenant il a baissé en tarif puisqu'il était à presque 2800 € au moment de sa sortie il y a à peu près un an. On le trouve en offre exceptionnelle jusqu'à la fin de l'année à 2158 €, c'est très précis dans les grandes enseignes qui distribuent habituellement la gamme Nikon. Et c'est vraiment à ce prix-là, je trouve, une affaire assez intéressante. Vous avez absolument tout dans ce boîtier, vous avez de la photo de très haute qualité à 24 millions de pixels avec un capteur semi-empilé, je vous l'ai dit, qui permet déjà de limiter tous les problèmes de rolling shutter. Vous avez quand même un obturateur mécanique qui lui permet d'éviter le banding. Vous avez aussi une partie vidéo, mais alors pléthorique. Il reste juste le R3D qu'on va voir tout de suite sur le ZR, absent sur le Z6 III pour l'instant. Et puis, vous avez quand même un boîtier parfaitement polyvalent, avec une étanchéité relativement correcte. Bref, un outil à tout faire, si vous voulez faire à la fois de la photo et de la vidéo. Dans les tout petits regrets, on va dire qu'il est peut-être un tout petit poil moins beau en montée en ISO et en dynamique que le Z5 II, qui pourtant est notablement moins cher, mais il a tellement plus de choses. Quand on rajoute là-dessus un viseur vraiment très défini et très agréable, c'est pas loin d'être le boîtier idéal. Et bien maintenant, on va passer dans tout à fait autre chose avec le ZR. Avec le Nikon ZR, on change de paradigme. C'est le premier boîtier Nikon de la gamme Z Cinema. Vous savez que Nikon a racheté une société qui s'appelle Red, qui est une société qui fabrique des caméras de cinéma. Et ils l'ont racheté pour des raisons stratégiques, certainement, pour quelques petites raisons judiciaires que les plus perspicaces d'entre vous sauront retrouver sur le net, et puis également parce que ça a apporté une science des couleurs particulière à la vidéo, issue du cinéma, que Nikon a pu récupérer ainsi, et c'était vraiment une très bonne idée. Alors pourquoi un changement de paradigme? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce boîtier n'a pas de viseur. C'est le seul de cet échantillon à ne pas avoir de viseur, et c'est une chose importante. Il a par contre, ici vous pouvez le voir, un très grand écran, un écran qui fait 4 pouces. Et croyez-moi, ça change totalement la donne. Quand on utilise ce boîtier avec ce grand écran 4 pouces, je n'y croyais pas moi-même.
on a vraiment une autre vision de la photo et de la vidéo, parce que oui, on peut faire aussi de la photo avec cette caméra ciné. Contrairement à beaucoup sur internet qui présentent ce boîtier comme étant exclusivement dédié à la vidéo et au cinéma, moi je prétends qu'on peut faire de très belles photos avec ce boîtier de façon extrêmement agréable. Imaginez que vous êtes en photo de rue, en street photo, avec, comme on le faisait à l'époque, un moyen format avec un viseur poitrine. Et bien ici, tout simplement, avec ce grand écran, j'ai une vision mais géniale de la scène que je veux photographier. C'est absolument fantastique et ça me permet de retrouver des sensations que je n'ai plus eues depuis très très longtemps, avec un plaisir immense à voir sur ce grand écran, à voir ce que je photographie en direct, à le voir bien et à pouvoir appréhender totalement, vraiment totalement, la scène que je photographie. C'est une expérience unique sur le marché, c'est le plus grand écran, en tout cas dans le monde du full frame, du 24-36, et c'est une expérience vraiment à vivre. Je vous recommande chaudement de l'essayer, même en magasin, de le prendre en main et de vous apercevoir par vous-même de cette différence. Et je le répète encore une fois, en photo, c'est extrêmement agréable. Pourtant, cette caméra, parce qu'on va l'appeler comme ça, le Nikon ZR, c'est avant tout une caméra de cinéma. Alors cinéma, moi j'y crois pas beaucoup, peut-être en B-roll, peut-être en caméra B éventuellement, ou en caméra crash, comme on pourra mettre sur des endroits beaucoup plus risqués, plutôt que mettre une caméra à 10, 15, 20 ou 50 000 euros, on mettra une ZR, et ça permettra ainsi de limiter la casse en cas de problème. De là à créer véritablement des longs métrages avec une caméra comme la Nikon ZR, je suis quand même assez sceptique. Il manque un certain nombre de choses, dont la dynamique. On est sur une très belle dynamique sur le ZR, même si ce n'est pas son point fort, mais on est loin d'être sur la dynamique des plus grosses caméras cinéma. Il n'empêche qu'on a accès à plein de codecs. Alors les codecs, je vous l'ai dit, ce sont les formats de compression vidéo. Vous avez le classique H264, H265, bon là j'y reviens pas, tous les boîtiers le font. Vous pouvez filmer en log, c'est-à-dire une image désaturée, décontrastée, là il n'y a pas de problème, le ZR le fait aussi. Vous avez 3 RAW différents, et ça c'est unique. Vous avez le ProRes RAW qui est issu du monde de Apple, vous avez le Nikon RAW qui est issu de chez Nikon bien sûr, et nouveauté puisque ça vient de chez Red, nous avons aussi du R3D, donc c'est le RAW qui vient de chez Red avec une spécificité, avec une couleur un peu particulière. Alors tout ça n'est pas sans contrepartie, c'est une caméra qui exige, pour en tirer la quintessence, quelques connaissances en étalonnage, en post-traitement sur l'ordinateur, en particulier sur du R3D ou même sur du NRAW. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'arriver à choisir son identité colorimétrique en appliquant des luttes. Ce sont des courbes de correction sur l'image que l'on a filmée en RAW et en log qui permettent vraiment de donner la personnalité que l'on souhaite à ces images. C'est extrêmement intéressant, c'est une caméra qui permet d'aller très loin dans l'apprentissage. Quand je vous dirais qu'en plus elle a un son qui est particulièrement performant, puisqu'on a un 32 bits virgule flottante, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est simplement que l'on peut avoir un son très faible ou un son très fort et retrouver un son correct ensuite sur l'ordinateur sans dénaturer et sans déformer le son d'origine. Mais avouez quand même que ça fait beaucoup de choses pour cette caméra ZR. C'est la première à avoir ici une nouvelle griffe dite intelligente par Nikon. Alors c'est une griffe qui va être amenée à avoir un certain nombre d'accessoires venir s'y installer. Pour l'instant on a un petit micro particulier que j'ai testé, vous trouverez ça en vidéo sur ma chaîne. Je ne suis pas complètement emballé par ce micro, mais ça a le mérite d'exister. Je pense qu'on va avoir pas mal d'autres choses. Je sais que Tascam est en train de préparer quelque chose d'un petit peu plus performant. Ça fait aussi partie des choses qui sont très différentes sur cette ZR. Et puis vous avez aussi des choses qui sont vraiment très inhabituelles chez Nikon. Par exemple ici, la mise en route. Vous voyez ce petit logo qui s'allume en vert.
qui est placé sur l'épaule gauche, contrairement aux autres boîtiers où on a pratiquement tous l'interrupteur qui est ici sur l'épaule droite avec un sélecteur on-off. Donc là, le on-off est ici, et vous avez ici un autre déclencheur, pas un autre, le déclencheur, qui permet donc de déclencher. Alors, c'est peut-être une petite faiblesse du ZR, le déclenchement se fait en plusieurs temps. Il y a un temps pour la mise au point, un deuxième temps qui devrait être le déclenchement, qui n'est pas le déclenchement. Il faut appuyer encore plus fort pour aller au déclenchement. C'est parfois un peu limite. Ça peut même occasionner des fausses manipulations et déclencher quand on ne veut pas, ou ne pas déclencher plutôt quand on le souhaite. 3 boutons programmables. Alors ces 3 boutons programmables, il y en a le 2, je n'arrive pas toujours à faire la programmation sur le 2. Le 1 et le 3, il n'y a pas de souci. Vous avez ici bien sûr un écran tactile qui permet de faire absolument tout ce que l'on veut avec, y compris déplacer les collimateurs, déclencher comme je le fais de façon intempestive à l'heure actuelle le déclenchement de la photo ou de la vidéo. Vous avez bien sûr le sélecteur photo vidéo, et ensuite ici vous avez un mini pad qui n'est pas extrêmement pratique, il faut bien l'avouer. Moi je le trouve un peu petit pour mes gros doigts. Vous avez une molette arrière et une molette avant, heureusement ça c'est conservé. Vous avez ici accès à la touche menu rapide, et pour rentrer dans le menu complet il faut le sélectionner sur l'écran tactile. Et enfin, très classiquement aussi, la visualisation. Mais vous n'avez pas de touche pour effacer, alors ça c'est vraiment un problème je trouve. Il faut rentrer dans le menu, effacer et confirmer avec le pad. Donc une ergonomie complètement différente, une expérience d'utilisateur totalement différente. C'est vraiment avec l'écran que l'on va pouvoir complètement gérer son boîtier, l'utiliser. Et heureusement cet écran est vraiment fantastique, je vous le répète, c'est vraiment une différence notable par rapport à tous les autres boîtiers. Alors pour qui ce Nikon ZR? Eh bien pas seulement pour les cinéastes et les vidéastes, mais je le répète haut et fort, c'est aussi un boîtier photo formidable pour faire des photos de street photo, de l'architecture, du studio, du portrait, du mariage. Bref, il y a plein d'utilisations où je prends encore beaucoup plus de plaisir avec ce ZR qu'avec l'ensemble de mes autres boîtiers. C'est pas peu dire. Donc voilà, c'est un appareil un peu différent, avec une ergonomie différente, un très grand écran tactile dont on va se servir pour commander son boîtier, pas de viseur, et avec aussi une petite particularité un peu désagréable, c'est que la carte, elle est dessous, ici. Il faut soulever la trappe comme ça, où on a accès à la batterie, et ainsi récupérer sa carte. Ce qui fait que quand on a monté son appareil sur un ring, sur un ensemble d'éléments qui permettent de filmer ou de photographier, souvent cette trappe est bloquée, et c'est quand même pas très pratique. 2 inconvénients quand même importants à connaître sur le ZR. Le premier, c'est, vous voyez, j'ai rajouté une poignée Small Rig parce que normalement c'est totalement plat, et la prise en main, même si elle est moins catastrophique que ce que je pensais, elle est quand même pas très bonne. Avec la poignée Small Rig, ça se passe quand même beaucoup mieux, même si celle-ci gêne un petit peu l'accès à la roulette avant. Bon, c'est quand même un moindre mal. La deuxième chose, et ça c'est vraiment beaucoup plus gênant, et c'est valable pour l'ensemble de la gamme, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer votre flux vidéo directement en sortie USB-C sur un SSD externe, sur un disque externe. Pour l'instant, ça n'existe pas chez Nikon. Quand on connaît le débit et le poids des plus gros codecs vidéo, c'est vraiment compliqué de gérer ça. Alors bien sûr, il y a des cartes CF Express, puisque là on a une double carte. J'ose même pas parler de la deuxième carte. La deuxième, c'est une micro SD, toute petite, qui est vraiment là en sauvegarde. J'en ai même pas mis, parce qu'on n'a pas de carte avec de débit, on n'a pas de carte avec des capacités suffisantes. Je ne vois pas trop à quoi ça sert. En attendant, donc les CF Express, là on a le choix, ça peut aller jusqu'à 4 Tera désormais, donc bien sûr c'est très gros, c'est aussi cher, 1 Tera avec un gros débit c'est aux alentours de 350-400 €, une 4 Tera c'est plus de 4 fois plus, alors qu'on a tous chez soi, ou presque, un petit SSD, là c'est un Crucial de 4 Tera,
que d'habitude je branche sur mon iPhone 17 Pro, eh bien ce SSD il pourrait très bien faire l'affaire et être branché sur mon ZR ou aussi sur le Z8 qu'on va voir tout à l'heure pour pouvoir récupérer ces gros fichiers sans avoir des cartes monstrueuses à acheter. Eh bien non, pour l'instant Nikon ne le fait pas et c'est quand même bien dommage. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le ZR qui est une caméra extrêmement attachante. Celle-ci, c'est sûr, je la garde parce qu'elle va me permettre de progresser encore sur l'apprentissage des différents codecs, des luttes. Je vous ai parlé tout à l'heure de luttes. Bref, tout ça est passionnant à apprendre, à maîtriser et le ZR vous permet d'aller très très loin dans cet apprentissage. Donc c'est vraiment, pour moi, un outil formidable d'apprentissage vers le cinéma pour ceux qui s'y destinent. C'est vraiment un investissement intéressant. Quand je vous aurais dit le prix, 2350 €, il vient de sortir, donc on ne trouve pas beaucoup de réduction pour l'instant, et il est sorti fin septembre, début octobre de cette année, en 2025, donc il est tout récent. C'est quand même un tarif qui est pratiquement à la moitié de ce que font les autres pour avoir à peu près l'identique. Je pense par exemple à une Sony FX3, donc c'est quand même carrément cadeau. Très 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 intéressant que ce boîtier. Je vais vraiment beaucoup m'amuser dans les mois à venir. Eh bien, il nous en reste un, le Z8 qui nous filme en ce moment, donc je vais intervertir, je vais mettre un autre boîtier, puis je vais prendre le Z8 pour vous le présenter. Et voici le dernier compagnon qui me suit depuis déjà de nombreuses années, puisqu'il est sorti en mai 2023. Vous voyez que ça fait déjà 2 ans et demi, et il est encore totalement opérationnel et complètement à la page. Ce n'est pas du tout un boîtier dépassé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parlons tout de suite du prix. Il était aux alentours de 4700-4800 €, il me semble, à sa sortie, ou peut-être 4600. À l'heure actuelle, chez Nikon, il est aux alentours de 4000 €. On le trouve même un tout petit peu en dessous, aux alentours de 3900 dans les grandes enseignes. Alors d'abord, à qui il se destine? Eh bien sûr, aux professionnels de l'image. Moi, j'ai même abandonné mes Z9 que je trouvais beaucoup trop lourds. Alors certes, ce Z8, c'est quand même un beau bébé, 910 grammes exactement. Commence à faire un sacré engin. À comparer aux 630 grammes du ZR ou même aux 760 du Z6 III, ça fait quand même une belle différence. Mais c'est un engin qu'on a solidement dans la main, avec vraiment une très bonne prise, avec sa poignée ici qui dépasse bien. C'est quand même très agréable, avec là aussi comme le Z6 III, le petit lecteur sur l'épaule qui permet de vérifier un certain nombre d'informations d'un seul coup d'œil, et ça c'est quand même très très pratique. C'est le seul à avoir un viseur rond, caractéristique de la gamme professionnelle de Nikon. Et puis on a beaucoup de boutons, des boutons programmables, c'est assez pratique et c'est très facile d'utilisation, très rapide, très fonctionnel, très professionnel. On est vraiment dans le monde pro. Le viseur, c'est le viseur classique du reste de la gamme, à 3,69 millions de points. Bon, rien de particulier, c'est un viseur qui est, je vous l'ai dit, agréable à utiliser, très doux, un peu moins défini que les viseurs les plus définis du marché, mais je le préfère pratiquement. Il n'y a guère que celui du Z6 III qui est encore supérieur avec sa définition supérieure et tout en gardant ses caractéristiques de douceur et de non-fatigue oculaire, ça c'est vraiment bien. Alors l'écran arrière, là aussi on est dans le très classique, si ce n'est que il y a quand même une orientation très photo, à savoir que cet écran il peut basculer de cette façon là. C'est pas non plus énorme quand le boîtier est sur un pied très haut, pour visualiser c'est pas vraiment formidable. Par contre c'est toujours dans l'axe du viseur et ça c'est quand même vraiment très très bien. Et il peut aussi basculer sur le côté de cette façon là, et seulement de cette façon là, puisque de l'autre côté bien sûr ça se limite à ça. L'étanchéité n'est pas certifiée IP comme chez OM System par exemple, et c'est bien dommage pour un boîtier professionnel. J'ai eu des soucis avec un de mes Z8 qui a pris l'eau, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller, même s'il y a des joints d'étanchéité un petit peu partout, c'est quand même pas forcément aussi pro que la série des D, en particulier le D800, le 810, le D850, ou les autres D4, D5, D6, que l'on pouvait aller mettre sous la pluie sans trop d'arrière-pensée. Je ne vous conseille pas de faire la même chose avec un Z8, voire même avec un Z9. Au-delà de ça, les caractéristiques sont bien sûr exhaustives, à commencer par le capteur qui est le point fort du Z8 et du Z9. C'est le seul empilé
totale de la gamme Nikon Z avec 45 millions de pixels. Autant vous dire que lorsque vous voulez faire du crop pour de la chasse photo, que vous avez besoin de vous rapprocher énormément de votre sujet, non seulement vous allez bien sûr pouvoir utiliser tous les gros zooms à votre disposition, hein, le 402.8, le 604, le 180-600 que je vous conseille, qui est ici et qui est vraiment formidable au niveau rapport qualité-prix. Et donc cet objectif vous rapproche à 600 mm, mais avec 45 millions de pixels, vous allez pouvoir cropper largement dans l'image en post-traitement ou voir en direct en choisissant le format DX qui va multiplier par 1,5, c'est-à-dire que le 600 devient à 900. Donc ça c'est vraiment superbe. Et quand vous faites la même chose en vidéo, en mode DX, vous allez pouvoir utiliser à 120 images par seconde un crop 2,3 fois. Autant vous dire qu'un 600 mm devient un 1380 mm si mon compte est bon. Ça pourrait paraître complètement fou et de qualité médiocre, et bien je vous assure que c'est formidable. J'ai fait des images incroyables avec un objectif comme celui-ci. On a un rapprochement qui est extrêmement intéressant en vidéo. La rafale, elle est à 20 images secondes en RAW ou en RAW plus JPEG, 30 images par seconde en JPEG, 60 images par seconde en JPEG en format DX, et on peut même monter à 120 images par seconde en réduisant quelque peu, là aussi, la dimension du JPEG. Vous voyez que ça fait quand même pas mal, et comme on est sur un capteur empilé, pas de rolling shutter, on n'est absolument pas gêné. Par contre, c'est sujet au banding, et là, il n'y a pas d'obturateur mécanique, contrairement au reste de la gamme. Donc là, il n'y aura pas le choix, il va falloir jouer avec les vitesses. On a dans le menu une possibilité de faire varier la vitesse de façon à chercher les désynchronisations par rapport aux lumières qui vous entourent, ce qui permet d'amoindrir un petit peu la chose, mais qui ne le fait pas totalement disparaître. Donc déjà, on voit un petit peu à qui se destine ce Z8. On va être sur du reportage à la fois sportif, de guerre, bref, dans toutes les circonstances possibles et imaginables, avec une cadence de tir impressionnante. La montée en ISO est également un peu moins bonne, et oui, 45 millions de pixels, c'est pas 24 millions, c'est un petit peu plus dur à traiter, et on va bien perdre un, voire deux stops à certains moments. Moi, je serais plutôt près de 2 stops dans la qualité, c'est-à-dire que globalement, ce que vous faites à 25 000 ISO, on va dire avec un Z5 II, eh bien, vous allez le faire à 6004 avec un Z8. Il faut aussi en tenir compte. En vidéo, c'est totalement pléthorique, on monte sur du 8K, que ce soit en RAW ou en H265. Donc vous voyez que là aussi, il y a vraiment moyen de faire des choses. Il y a 2 RAW. Alors pour ce premier RAW, on est en ProRes RAW, on est à 4,1K 30 images par seconde, on est en log bien sûr, en ISO natif 800, ouverture f1.8 avec le 35.1.4. Et on a une image qui est quand même tout à fait correcte, pour pas dire même excellente, mais le poids du fichier est quand même assez lourd, assez volumineux. C'est assez semblable en NRAW, sauf qu'en NRAW, on a 2 modes. Le mode standard qui est beaucoup plus léger, 2 fois plus léger, et le mode élevé. On va voir ces 2 modes RAW immédiatement. Voilà le premier RAW de chez Nikon, le NRAW en mode standard. On est toujours en 4,1K en 30 images par seconde en log. Je vous mets également une fois l'image étalonnée pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Pour moi, c'est mon RAW préféré. Il n'est pas trop lourd, il est très facilement étalonnable, à loisir. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Il y a une petite différence avec le mode élevé, surtout dans la réduction du bruit en mode élevé. On le voit immédiatement, mais c'est quand même à la marge. Voilà le NRAW en mode élevé, toujours en 4,1K 30 images secondes et en log, toujours pareil, je vous fais une version brute et une version étalonnée. Vous voyez quand même que la différence entre le mode NRAW standard et le mode élevé est quand même pas forcément très très importante, et en tout cas ne justifie pas à mes yeux dans beaucoup de situations le fait d'avoir un poids de fichier qui double. Et on a aussi un ralenti formidable à 120 images secondes qui reste de très belle qualité, qui garde le son, qui n'est pas réduit dans cette qualité comme sur d'autres marques. Non, non, il est vraiment top. Je l'ai utilisé dans beaucoup de circonstances. C'est un des points forts du Z8, et bien sûr sans aucun recadrage. Ce capteur empilé est aussi stabilisé, un petit peu moins efficace cette stabilisation que le Z6 III ou le Z5 II ou le ZR. Donc on est sur une génération un cran en avant. Là aussi c'est pas très gênant en photo, en vidéo il va falloir
presque toujours s'équiper d'un stabilisateur externe, d'un gimbal style Ronin de chez DJI. D'autant que si on active la stabilisation interne du boîtier, on a des effets un petit peu de vlogging, c'est-à-dire des déformations sur les côtés d'image lorsque la stabilisation est activée, en particulier lorsqu'on est en 8K. Ça déforme un petit peu les côtés d'image, qui est assez vilain. Donc il vaut mieux vraiment s'équiper d'un stabilisateur externe et de désactiver la stabilisation interne du boîtier pour faire de très belles images. Vous l'avez compris, c'est un appareil qui est fantastique, en particulier en chasse photo, en reportage sportif, dans des conditions difficiles, extrêmes. C'est quand même un boîtier solide, avec des possibilités énormes en photo et très bonnes en vidéo, même s'il est maintenant un petit peu dépassé par le ZR en particulier. Mais il est quand même très polyvalent. Il n'y a guère que cette montée en ISO dans des sensibilités extrêmes, dans des photos où on a de l'éclairage artificiel qui peut poser problème, avec cette absence d'obturateur mécanique et cette montée en sensibilité qui n'est pas forcément la plus performante de la gamme. Mais à part cela, je dirais qu'il est capable de répondre à pratiquement toutes vos demandes. Bon les amis, je crois que j'ai été long bien sûr, mais il y avait beaucoup à dire. Vous avez maintenant une idée plus précise de ce que l'on peut faire avec tous ces boîtiers. Peut-être que vous allez pouvoir choisir celui qui répond le plus à vos besoins et à votre envie. Je le souhaite en tout cas. Sur ce, je vous dis à très vite, bien sûr. Il y aura encore d'autres films d'ici la fin de l'année avec pas mal de surprises. On va revenir peut-être un peu au monde du sport, du vélo et peut-être un peu de ski si tout se passe bien. Et puis avec aussi d'autres nouveautés qui arrivent dans le monde de l'image. À très bientôt. Ciao, bye.